toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence ce matin et merci de l'invitation. C'est très courageux de venir écouter de la géographie presque à 10h30 un matin. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu ce courage moi-même. Donc vraiment, merci d'être là et on va essayer ensemble de parcourir un petit chemin qui nous permettra d'essayer de donner du sens à cette question. L'individu contemporain est-il un hyperlieu incarné ? Ce qui sera une manière pour moi de connecter mon travail de géographe avec vos préoccupations de cette année et du cycle que Pierre vient de présenter sur la question du numérique. Je poursuis depuis maintenant une vingtaine d'années une réflexion que j'ai pu consigner dans une série de livres parus aux éditions du Seuil entre 2007 et 2017, qui font série, et qui est une réflexion en vérité qui est fondée sur l'idée que l'on doit essayer de comprendre la mondialité et notre contemporanéité à partir de l'interrogation de ce qu'il en est d'être un acteur spatial pour chaque individu, c'est-à-dire essayer de comprendre anthropologiquement aussi la vie humaine comme une expérience spatiale. Alors ça serait évidemment trop long de rentrer dans les détails, mais mon point de départ est que dans les sciences sociales et la philosophie, il y a une sorte de primauté qui a été donnée historiquement à l'interrogation du rapport de l'être humain au temps. Et c'est même le fondement de la métaphysique et de l'ontologie. Et c'est un des thèmes les plus importants de toutes les sciences sociales, évidemment l'histoire au premier chef, mais pas que. On a même pu dire que les sciences sociales étaient globalement historicistes, c'est-à-dire marquées par une interrogation sur le rapport des individus et des sociétés au temps, pour des raisons qui renvoient sans aucun doute à la mortalité de chaque individu et peut-être d'ailleurs à la mortalité aussi de certains groupes qui permettent aux individus d'exister. Et curieusement, on a très peu interrogé la dimension spatiale de l'existence humaine. À la fois la dimension spatiale de l'existence de chaque être humain, puisque notre vie est entièrement spatiale de bout en bout, de la naissance à la mort, et même un peu au-delà de la mort, comme j'ai pu le montrer dans un de mes textes sur ce qu'il en était de la réflexion sur la place du mort et sur les sépultures. Donc notre existence est intégralement spatiale. Nous n'avons pas une minute à nous qui ne soit pas, à un moment ou à un autre, concernée par notre expérience de l'espace et par la nécessité de gérer, de réguler ce que j'appelle l'épreuve spatiale, c'est-à-dire en permanence essayer d'organiser notre espace de vie de manière à ce qu'il soit le plus confortable possible, ou le plus agréable possible, le plus fonctionnel possible, par rapport à ce que nous avons à mener comme finalité individuelle. Et évidemment, là où ça se complique, c'est ce qui est vrai pour l'individu est également vrai pour chaque groupe que les individus constituent, quelle que soit la taille de ce groupe. Donc le propre de cette série, c'est d'essayer de prouver, à travers une approche assez charpentée théoriquement et conceptuellement, même si elle s'appuie toujours sur des descriptions de cas, qu'il y a quelques intérêt et consistance à considérer que l'on ne peut comprendre l'être humain si l'on ne prend pas en compte cette spatialité de l'existence. Donc le premier, l'homme spatial, s'interroge plutôt à cela à l'échelle de l'individu. Le deuxième, l'avènement du monde, est plutôt une tentative de compréhension de cette spatialité à l'échelle globale de la planète. Et le troisième, hyperlieu, est plutôt une tentative pour comprendre en quoi les lieux sont justement des fenêtres d'observation intéressantes de l'interaction entre l'échelle individuelle et l'échelle globale, pour aller vite. Entre le premier et le deuxième, il y en a eu un livre supplémentaire, mais qui est publié chez un autre éditeur, dans une collection de philosophie chez Grasset, qui s'appelle De la lutte des classes à la lutte des places, qui était en fait un des chapitres du premier qui n'avait pas été intégré par l'éditeur parce que le livre était déjà trop gros. Donc en fait, ça fait 4 textes qui sont un peu consacrés à cette géographie que je définis comme plutôt une sorte d'anthropologie politique de la spatialité humaine, c'est-à-dire une tentative de comprendre en quoi l'espace est indispensable pour les êtres humains, encore une fois, pris séparément et pris collectivement. Ce qui fait que cette géographie est un peu particulière par rapport à ce que vous connaissez peut-être de la géographie.
Lorsque je suis en France, je suis assuré, donc j'enlève le peut-être, puisque je sais ce qu'il en est de la géographie scolaire, qui est une géographie qui n'a pas grand-chose à voir avec ce type d'interrogation. Donc je fais une géographie, je le préviens tout de suite, je fais une géographie sans carte. Hein. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de réflexion sur l'organisation des États. Non, ce qui m'intéresse, c'est de faire une géographie, comme je l'ai dit, qui est une anthropologie, c'est-à-dire qui part de la volonté de comprendre les actions des individus en société. Comment les individus en société agissent et interagissent. C'est ça mon point de départ. Alors je vais vous proposer, à partir de cette présentation très générale, un petit parcours qui va en fait partir du tome 2, l'avènement du monde, dans lequel j'essaye d'expliquer ce qu'est la mondialisation. Et en particulier d'expliquer ce qu'elle n'est pas. Et Pierre faisait référence tout à l'heure à un point qui va nous retenir sans doute, qui est ce point très discutable de l'uniformisation du monde par la mondialisation. Discutable, on verra pourquoi, et qui, à mon sens, est un point qui est souvent mis en avant dans les présentation qu'on peut avoir de la mondialisation, présentation un peu standard, en raison même du fait qu'on ne comprend pas bien ce qu'est la mondialisation. En effet, nous avons tendance à réduire la mondialisation à la globalisation économique, à un point tel que, pour certains, les deux mots sont synonymes. C'est d'ailleurs le cas en anglais, où globalization est souvent utilisé pour parler de ce que l'on appelle en français dans les gazettes mondialisation. D'ailleurs, dans beaucoup de textes, globalization est traduit par mondialisation et mondialisation est traduit par globalization. Il se trouve que moi j'ai un problème, quand je traduis mes textes en anglais, je refuse que l'on traduise mondialisation par globalization. Donc les traducteurs ou ceux avec qui je discute me disent, ou les éditeurs me disent, mais c'est le mot. Bah oui, c'est le mot, mais c'est pas le concept. Donc je suis un peu embarrassé et j'essaye d'expliquer pourquoi et de trouver des subterfuges qui ne sont d'ailleurs pas complètement satisfaisants. Mais je pense qu'il y a un risque de confondre globalisation et mondialisation parce que ça amène à ne s'interroger que sur un aspect du problème, c'est-à-dire la mondialisation comme résultat, ce qui est déjà en soi une question à poser, hein, comme résultat d'une globalisation économique, c'est-à-dire d'un changement des régimes de production de valeur et des régimes de distribution de valeur et d'accès au marché. Cette globalisation économique, elle existe, bien entendu. Elle est assez souvent contre-intuitive, hein, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas si bien que ça. On a même parfois tendance, notamment en Europe, à ne pas la comprendre du tout. Pierre Welz, un économiste français, a fait paraître l'année dernière un livre très intéressant qui s'appelle « La société hyper-industrielle », dans lequel il insiste sur quelque chose qui, en Europe, paraît impensable, à savoir que, contrairement à une légende tenace, la globalisation économique ne se traduit pas par un repli de l'industrie. Au contraire, l'industrie n'a jamais été aussi prospère dans le monde dans toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais autant produit d'objets manufacturés qu'en 2017 ou en 2018. Pierre Welz fait même une hypothèse qui est tout à fait concluante, c'est que le monde contemporain est plus industriel que le monde du XIXe siècle. Sauf qu'il est industriel différemment, bien sûr, et que la géographie de cette industrie est très différente, et d'ailleurs elle a comme caractéristique de ne plus être une géographie stable au sens classique du terme, mais beaucoup plus une distribution dans des réseaux extrêmement complexes de systèmes de production qui sont eux-mêmes de plus en plus mobiles et qui sont eux-mêmes de moins en moins fixés par des géographies industrielles au sens où, ici à Bruxelles, en Wallonie, dans le nord de la France, partout en Europe, on avait eu l'habitude de considérer comme les formes nécessairement stables de la production. Donc déjà, lorsqu'on parle de globalisation économique, notamment en Europe, très souvent, on n'utilise pas tout à fait les bons outils pour l'observer, pour en rendre compte et pour la penser.
Et on s'aperçoit que dès qu'on aborde ces questions économiques, un peu sérieusement, et sans faire forcément de l'économie modélisatrice, qui en général est une économie qui n'est pas très intéressante pour les sciences sociales, on s'aperçoit qu'on rencontre une globalisation économique qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, dans tous les domaines, production, distribution, pauvreté, accès au marché, progression d'un certain nombre de groupes sociaux, tout ça est en général très difficile à saisir de manière uniforme. Mais de surcroît, cette globalisation économique, on peut considérer qu'elle n'est qu'un des vecteurs seconds d'un processus de mondialisation qui est beaucoup plus, pour le coup, global que la globalisation économique. Quelque chose de beaucoup plus ample. Et ce que je propose, c'est de considérer la mondialisation comme une urbanisation généralisée des sociétés. La force principale de construction du monde, c'est-à-dire cet espace social d'échelle planétaire qui n'avait pas d'existence avant les années 1950, donc dans l'avènement du monde, je pose une hypothèse qui paraît un tout petit peu étrange, je dis le monde n'a pas changé depuis 1950 puisqu'il n'existait pas avant. Il y avait des mondes, il y avait des réalités internationales, mais il n'existait pas quelque chose que l'on peut appeler le monde, donc un espace social d'échelle planétaire qui résulte du processus d'urbanisation. Et ce processus d'urbanisation bouleverse l'ensemble des sociétés à toutes les échelles et crée une réalité géographique, sociale, économique, politique, culturelle, anthropologique qui n'a pas eu, avant les années 1950, d'équivalent. Et cela parce qu'il faut entendre urbanisation non pas au sens restreint d'un bouleversement des espaces et des paysages, ce que l'urbanisation est, incontestablement. Il ne faut pas entendre non plus l'urbanisation seulement comme un phénomène démographique, ce que l'urbanisation est aussi, et pas n'importe quel phénomène démographique, puisque nous avons passé les 50% de population statistiquement urbanisée depuis 2007. Nous en sommes aujourd'hui à 55-56%, nous irons jusqu'à 70% statistiquement urbanisés en 2050, au bas mot 7 milliards d'individus, sur 10 milliards de personnes, petite donnée à toujours remettre en jeu, parce que c'est pas facile de faire monde à 10 milliards. C'est quelque chose qui est évidemment un problème en soi. Et quand sur ces 10 milliards, il y en a 7 qui, de surcroît, sont assemblés dans des ensembles statistiquement urbains, c'est encore plus crucial. Petite incise, entre 1900 et 2050, c'est-à-dire 150 ans, 6 générations, c'est vraiment rien dans l'histoire humaine. La population du monde aura été multipliée par 6,5, ce qui est déjà énorme. On sera passé d'1,4 milliard 1,5 milliard à 10 milliards, ce qui est déjà énorme. On avait mis des centaines de milliers d'années avant d'arriver à 1 milliard, dans le courant du 19e siècle. Donc là, le rythme s'accélère, puisqu'on sera passé de 1 milliard 400 à 10 milliards en 150 ans. Et la population urbaine aura été multipliée par 35, statistiquement. Donc vous voyez, déjà, un géographe un peu rudimentaire, comme le sont nécessairement tous les géographes, rappelle immédiatement ça, pour donner un peu de substance à la réflexion que nous devons avoir. Mais de surcroît, l'urbanisation, ça n'est pas que cela. Parce qu'on peut considérer que l'urbanisation, c'est d'abord un processus de diffusion généralisée de formes de vie urbaine. De genre de vie, si vous préférez. Forme est un concept un tout petit peu plus précis qui vient d'un philosophe allemand qui s'appelle Ludwig Wittgenstein et qui a l'intérêt de mêler au mode de vie, à la manière de vivre, au genre de vie, de mêler aussi les questions langagières. Parce que Wittgenstein était philosophe du langage, donc une forme de vie, c'est une manière de vivre et les langages qui vont avec, si l'on peut dire. Et donc les cultures qui vont avec. Eh bien, l'urbanisation, c'est d'abord quelque chose à penser comme un ensemble de formes de vie ayant tous un air de famille, une parenté.
Ce qui fait que, oui, et c'est quelque chose qui va nous mettre sur la voie d'une certaine uniformisation, ce qui fait qu'en habitant Bruxelles, habitant Lagos, habitant Singapour, habitant peut-être Pyongyang, habitant Washington, habitant Johannesburg, habitant Rio de Janeiro, habitant une petite ville du Chili, nos formes de vie, à chacun de ces habitants, vont avoir un air de famille. Et parmi ces airs de famille, nous y reviendrons peut-être, il y a évidemment celui que donne l'importance prise depuis maintenant finalement assez peu de temps, mais ça concorde assez bien avec les années 50, l'importance prise par le numérique. Parce qu'on a d'abord appelé le développement de l'informatique, qui naît dans ces années-là sous une forme différente de ce que l'informatique était auparavant. Ce qu'on a d'abord appelé l'informatique, voire la cybernétique, puis le digital, puis aujourd'hui le numérique, et on y reviendra, ce numérique s'imposant comme beaucoup plus qu'une technologie. Donc, ne serait-ce que parce que nous sommes immergés aujourd'hui dans une société, dans des sociétés qui se numérisent de plus en plus, nos modes de vie, nos formes de vie ont un air de famille, un air de parenté. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que géographe, c'est cette parenté-là. C'est-à-dire ce qui permet de donner de la substance à l'idée que la mondialisation, la constitution du monde comme espace social d'échelle planétaire, procède de cette diffusion de genres de vie comparables qui ont tous des caractéristiques en commun qu'on retrouve chez toute personne, quel que soit son groupe social. Vous avez peut-être suivi les pérégrinations de l'Aquarius en Méditerranée, là, ces derniers jours. Ça a failli être l'affaire qui aurait été la honte de l'Europe pour des générations. Heureusement, les Espagnols nous ont un tout petit peu sauvés. Eh bien, sur l'Aquarius, pratiquement tous les migrants ou toutes leurs familles sont connectés ou connectables. Et on sait, quand on visite des campements migrants, qu'une des choses les plus importantes pour les migrants, c'est de maîtriser les smartphones et les téléphones mobiles, parce que c'est ce qui permet de se connecter au réseau nécessaire pour assurer la migration. Donc voilà des éléments qui renvoient à des genres de vie. D'autres anthropologues ont travaillé sur des cultures matérielles. Un certain nombre d'anthropologues avaient montré par exemple que les bassines de plastique de couleur constituaient un marqueur de l'urbanisation partout au monde. On en trouve partout, vous en trouvez même dans la forêt amazonienne aujourd'hui, avec les tongs et les shorts de football. Donc vous avez des marqueurs comme ça de formes de vie qui se diffusent et qui créent que partout on a un peu l'impression d'être chez soi. Ça, c'est du côté de l'uniformisation. Cette mondialisation bouleverse les sociétés. Elle bouleverse leur décorum, comme dit le philosophe allemand Peter Sloterdijk. Il dit que la contemporanéité bouleverse le décorum des sociétés. C'est-à-dire en gros les met cul par-dessus tête. Elles sont radicalement modifiées par ça. Et d'ailleurs, beaucoup tentent de réagir sous des formes diverses et variées, mais partout au monde, c'est intéressant de voir comment, synchroniquement, s'imposent des acteurs politiques qui tous ou toutes proposent un retour aux origines, un retour à l'identité, un retour aux racines, un retour aux valeurs. Il y a quelque chose de très étonnant dans cette synchronicité que l'on peut penser, quand on fait de l'anthropologie culturelle, comme le fait Arjuna Padurai, ou comme le fait Kwame Anthony Appiah, ou des gens comme ça, ou Homi Bhabha, que finalement cette synchronicité traduit bien aussi un processus de mondialisation par la diffusion de formes de vie et de culture, et que l'on peut observer aussi comment ce bouleversement du décorum provoque des effets, en quelque sorte, retour, ou des effets de compensation. Ces formes de vie, on pourrait s'arrêter longtemps pour définir quelques-uns de leurs traits, mais comme il ne faut pas que je parle plus de 8 heures, je vais évidemment pas m'arrêter sur chaque item.
Retenons quelques-uns. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur l'individualisation des formes de vie. L'urbanisation, c'est le processus par lequel l'individualisation des formes de vie s'impose comme une référence. Même dans les sociétés holistes, c'est-à-dire même dans les sociétés où des pouvoirs forts, voire des pouvoirs dictatoriaux, voire des pouvoirs totalitaires, tentent de maintenir par-dessus tout l'idée, le simulacre de l'existence d'un groupe qui primerait sur tout le reste, on constate, quand on observe attentivement, la montée en puissance de l'individualisation. C'est quelque chose là aussi qui est très difficile à admettre quand on a une vision un peu trop rapide, mais qui est bien documenté dans des sociétés comme l'Iran, bien sûr, mais aussi qui a été observé en Corée du Nord, qui a été observé y compris par certaines anthropologies d'Al-Qaïda qui ont pu être faites et qui a même pu être observée dans les parties sous contrôle de l'État islamique. Donc il y a incontestablement un processus d'individualisation qui est un processus très subtil, en vérité, qu'il faudrait analyser très en détail. Et là, je donne simplement une vision rapide. C'est un processus à la fois de subjectivation, c'est-à-dire de prise d'importance cruciale et croissante de la reconnaissance de l'individualité comme étant une subjectivité, c'est-à-dire les individus réclament leur subjectivité. Et font de cette subjectivité un élément central de leur statut social, de leur réclamation, de leur revendication. La subjectivité est même devenue aujourd'hui une question politique. Autrement, par exemple, on ne comprendrait pas les débats autour de la souffrance au travail. C'est quelque chose qui a été mal vu par beaucoup de sociologues du travail ou par beaucoup d'entrepreneurs, quand ils disaient « Oh, la souffrance au travail, ouais, c'est subjectif ». Oui, mon capitaine, oui. C'est parce que c'est subjectif que c'est désormais politique, parce que la subjectivation est un processus qui est un processus au long cours, qui a commencé il y a quelques siècles, et qui fait que cette subjectivité n'est plus aujourd'hui quelque chose qui est considéré comme devant être toujours contenu, encapsulé, dissimulé dans l'intériorité du sujet. Et de ce point de vue-là, on sait à quel point les réseaux sociaux, par exemple, sont aussi des instruments qui tombent pile, non pas pour créer de nouvelles subjectivités, comme on l'entend trop souvent, mais pour accompagner un processus de subjectivation qui, à mon sens, avait commencé bien avant cela, et dans des formes parfois très canoniques. Certains auteurs font commencer cela dès le XVe, le XVIe, le XVIIe siècle, avec en particulier l'apparition d'un certain nombre de formes littéraires nouvelles qui donnent à la subjectivité un statut qu'elle n'avait pas auparavant. Mais le processus d'individualisation, c'est aussi ce que j'appelle l'actorisation, c'est-à-dire le fait que non seulement je suis un sujet pâtissant, affecté, souffrant, revendiquant cette subjectivité, mais je me considère aussi de plus en plus comme un acteur. J'agis et je veux que mes actes soient considérés. Je veux que ces actes soient pris en considération, d'une manière ou d'une autre. Et puis, ce qu'on appelle l'individuation, qui est différent de l'individualisation. L'individualisation, c'est le processus vraiment global qui rentre dans cette mondialisation. L'individuation, c'est véritablement aussi le fait que chaque personne se considère comme un individu, plus petite unité du social, du groupe, et donne à cet individu aussi un certain nombre de droits nouveaux ou revendique des droits qui n'avaient pas jusqu'à présent été revendicables. Et du côté de l'individuation, on aurait donc tout le processus historique de conquête de droits et de revendication de droits individuels de plus en plus spécifiques, voire de plus en plus singuliers. Revendication de droits qui étaient impensables il y a un siècle, en tant que tels, notamment tous les droits liés aux orientations sexuelles, mais qui ont été ces droits-là ont été un champ particulièrement fertile de conquête de droits pour des individus, au nom d'une individualité réclamée comme telle.
et donc d'une singularité de ces choix réclamés comme tels, mais on aurait énormément d'autres champs dans lesquels on peut voir progresser cette revendication de droit. Alors, je passe sur le 2 et le 3 parce que ça serait trop long, et le 4 aussi. Évidemment, ces formes de vie sont marquées par la numérisation, on va y revenir tout à l'heure, marquées également par la mobilisation et la connexion, par le fait que nos formes de vie sont de plus en plus marquées par la mobilité et la connectivité. On peut même dire aujourd'hui que la question de la connexion est devenue une question centrale de la vie au quotidien des individus et des groupes. Être connecté, se connecter, c'est devenu quelque chose de tout à fait essentiel. Et on voit se multiplier les dispositifs, Dominique Bouly a dû vous en parler, puisque c'est un peu la base de son approche de l'Habitel. On voit se multiplier les dispositifs qui permettent d'assurer cette connexion qui doit, dans l'idéal, être permanente et parfaite. Être déconnecté est aujourd'hui soit un drame, soit un choix. Dans Hyperlieu, j'étudie un certain nombre de groupes qui sont, aux États-Unis, ceux que l'on appelle « people off the grid », c'est-à-dire qui se déconnectent volontairement du grid, du réseau. Donc il y a une action politique qui consiste à dire « je me déconnecte ». Là, on n'est même pas dans ceux qui utilisent des connexions non contrôlées, comme ce qu'on appelle les connexions via le dark web, enfin qui n'a rien de dark d'ailleurs, puisqu'il est assez éclairé, mais disons un web qui est beaucoup moins contrôlé que le web officiel. Là, on n'est même pas dans l'alter-connexion, n'est-ce pas? On est dans la déconnexion comme revendication politique. Le fait qu'on puisse revendiquer une déconnexion comme acte politique montre bien que la connexion est devenue centrale, et ça n'est pas un hasard si l'économie mondiale d'ailleurs et la culture mondiale sont dominées aujourd'hui par des entreprises qui sont toutes des entreprises de connectologie. Les GAFAM, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que les GAFAM? D'ailleurs, pourquoi Microsoft n'a-t-elle plus comme entreprise peut-être l'empire qu'elle avait dans les années 1980-90? C'est parce que Microsoft a peut-être un peu tardé à comprendre qu'on allait passer d'un monde client-serveur où on pouvait être le roi de la piste quand on fournissait des logiciels, à un monde où ce qui allait être essentiel, c'était de fournir du contact. Ce qui n'est plus tout à fait le même métier, ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Le coup de génie de Google, à l'inverse, c'est d'avoir anticipé plus que les autres, et avec des modèles technologiques et économiques beaucoup plus solides, le fait que se connecter allait devenir tout à fait vital. Et le coup de force du smartphone et le coup de génie des équipes d'Apple et de Bill Gates, c'est d'arriver à faire d'un outil comme un téléphone beaucoup plus que ça, puisque ça devient une plateforme universelle de connexion. Et ça, c'est quelque chose qui a été très vite, puisque je vous rappelle que le premier smartphone Apple a été vendu en juin 2007 à New York. Donc il y a un peu plus de 10 ans seulement. Ça a été à une vitesse invraisemblable quand on y pense. Donc la connectologie est la discipline reine du monde pour l'instant, et personnellement je ne pense pas que ça va s'arrêter dans les 8 jours. Je peux me tromper, mais je crois qu'on devrait être prudent et considérer qu'il y a là une tendance. Et puis j'insiste souvent aussi sur le fait que les formes de vie urbaine sont aussi marquées par la normalisation, c'est-à-dire la multiplication des normes de plus en plus nombreuses. On ne peut plus aujourd'hui rencontrer quelqu'un dans un monde professionnel quelconque, dans quelque pays du monde que ce soit, je fais l'expérience avec les universitaires et quelques autres, qui ne vous disent pas « Oh là là, il y a 20 ans, c'était beaucoup plus facile de travailler. Aujourd'hui, il y a des normes, il y a des règles, c'est plus possible. On peut même plus faire un truc simple sans que ça devienne extrêmement complexe. » Donc il y a un progrès de la normalisation, et c'est un progrès dans lequel, là aussi, un certain nombre d'entreprises ont été très audacieuses et ont compris l'intérêt de gagner des marchés par la norme.
Et gagner des marchés par la norme, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis, il y a également ce que l'on appelle une puissance de la normation. Ça, c'est un concept de Michel Foucault, donc un concept plutôt de philosophie politique, qui est l'autre aspect de la normativité, si vous voulez. La normativité, il y a la normalisation, la production de normes, et la normation, c'est-à-dire la production de prescriptions et la diffusion de prescriptions qui visent à rendre les individus et leurs actes conformes à un modèle normatif, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et qui peut dépasser le cadre de la seule normativité. C'est-à-dire faire en sorte que vous agissiez dans un cadre normal, c'est-à-dire vous ayez les bonnes attitudes, les bonnes pratiques, les bonnes manières de considérer l'existence, les bonnes manières de considérer votre rapport aux autres. Et là aussi, quand on regarde ce qui se passe sur le web et le succès d'un certain nombre d'applications web, on s'aperçoit bien que ce discours de normation, il est omniprésent. Il est omniprésent à certains égards. Certains auteurs, on peut dire d'ailleurs que nos sociétés n'avaient jamais été aussi morales qu'aujourd'hui. Que la moraline circule partout. C'est-à-dire que toute action devient intégrée dans un ensemble de dispositifs de normation qui est de plus en plus pesant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment, encore une fois, par exemple, les gens qui sont occupants d'une zone d'aménagement à défendre, en France, vous avez l'équivalent en Belgique, ne vous inquiétez pas, même si ça ne s'appelle pas forcément ZAD, donc des gens qui occupent des terrains pour lutter contre une opération d'aménagement, pratiquement toujours, j'en parle dans Hyperlieu, pratiquement toujours, entendent se réapproprier des marges et des libertés d'agir contre des modèles de normation trop prégnants. Une histoire intéressante aujourd'hui près de Nantes, dans la zone où la contestation de la construction d'un nouvel aéroport a été si efficace que ce nouvel aéroport a été annulé. Des occupants ont voulu proposer des formes différentes d'occupation des espaces agricoles et d'activités agricoles et artisanales, et c'est très intéressant de voir que la préfecture, au moment de l'évacuation manu militari de cette zone par plus de 2500 gendarmes lourdement armés, ce qu'on n'avait jamais vu en France de mémoire historique récente, la préfecture a dit « Ah non, on ne peut pas accepter de reconnaître un droit d'utilisation collective d'une terre. On ne peut reconnaître qu'un droit de propriété individuelle. » Et il y avait là une sorte de dilemme normatif qui n'a pas été tranché vraiment en faveur des occupants. Dans ce cadre-là, comment comprendre le numérique ? Puisque je me rappelle que votre sujet, c'est le numérique. Le numérique, c'est à la fois une prégnance nouvelle des cultures. Les technologies ne m'intéressent pas, quelles qu'elles soient. Elles ne m'intéressent qu'à partir du moment où on les considère dans une société et pour ce qu'elles donnent et produisent. Donc c'est une prégnance nouvelle des cultures. Culture au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions idéales et matérielles qui permettent à un individu de régir sa vie en société. Donc, c'est une prégnance nouvelle des cultures. Mais c'est aussi un système de production de la société. Le numérique produit la société, contribue à organiser la société, à construire la société, à faire que la société présente certains traits, certains aspects différents de ce qu'elle avait avant l'existence du numérique. Production des sociétés et évidemment aussi production des valeurs économiques. Si vous prenez l'exemple, moi je ne sais pas, d'une entreprise comme Airbnb, voilà, vous voyez à quel point une entreprise comme celle-ci, qui est une entreprise qui n'existe pas sans le numérique et sans la connexion, eh bien, elle est productrice d'un nouveau type de système économique, mais aussi productrice d'une réorganisation du marché du logement,
qui commence à poser problème dans beaucoup de villes. Je ne sais pas si c'est le cas à Bruxelles, mais je peux vous garantir qu'à Paris, Barcelone, Lyon, New York, etc., ça commence à poser vraiment des problèmes, parce que ça soustrait un certain nombre de logements dans des situations où le marché du logement est déjà très tendu au marché qui est celui des habitants réguliers, et avec un effet de masse qui n'est pas négligeable. Dans certains quartiers de Paris, on estime que une minorité très substantielle de logements sont soustraits comme ça. Quand je dis une minorité, on dit parfois presque un quart des logements qui sont soustraits au fonctionnement ordinaire dans une situation où le marché du locatif est déjà extrêmement tendu. Donc ça a des conséquences en termes d'organisation du marché du logement, ça a des conséquences en termes de pratique, ça a des conséquences en termes de relations aux espaces urbains et aux quartiers, ça a des conséquences donc multiples. On est véritablement dans un processus de production, vous voyez, du social par le numérique. Et puis c'est aussi un système de régulation, de pilotage et de contrôle des sociétés d'individus. C'est comme ça que Norbert Elias caractérisait dans un livre un livre tardif de Norbert Elias, La société des individus, caractérisait les sociétés contemporaines, des sociétés d'individus. Il faut tenir les deux en même temps. Ce sont à la fois des sociétés intégralement sociétales, mais à la fois des sociétés d'individus où les individus ont tous et toutes une primauté et une intégrité qu'ils se veulent voir reconnus. Eh bien, le numérique, c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui un dispositif global de régulation de ces sociétés d'individus urbanisées, donc de ces sociétés mondiales. On pourrait donc dire que la mondialisation, c'est aussi un autre nom pour parler de la numérisation de la vie humaine. C'est l'hypothèse faite par certains numériciens qui estiment que finalement cette numérisation, c'est le nom qu'il faudrait donner au processus de mondialisation urbaine. Dans l'incise, je dis qui jusqu'à présent échappe à un véritable raisonnement politique. Bon, c'est peut-être en train de changer avec un vote récent de la Communauté européenne, mais on est encore quand même dans un moment historique où les grandes sociétés du numérique et les grands acteurs du numérique, pour le meilleur parfois, parce que ça permet de revendiquer des libertés politiques qui n'existaient pas auparavant, mais parfois pour le moins bon, échappent à tout contrôle politique et tout contrôle de citoyenneté. Les technologies numériques seraient donc, pour certains auteurs, je parle en particulier d'un Hollandais intéressant qui s'appelle Kurt van Mansvoort, qui a écrit beaucoup sur la manière dont les technologies devenaient naturelles dans les sociétés humaines. Les technologies numériques seraient en passe de fusionner avec notre environnement, c'est-à-dire ici notre environnement de vie, notre société. Elles deviendraient, selon lui, vitales. Ce sont des technologies qu'il appelle vitales, c'est-à-dire dont nous ne pouvons plus nous séparer. Il n'y a pas de jugement normatif là, nous ne pouvons plus nous séparer. Elles ne sont pas complètement naturalisées. Nous les pensons encore comme des technologies, mais de moins en moins. Quand vous rencontrez de très jeunes enfants, ces fameux digital natives dont on a parlé souvent, considèrent-ils encore le numérique comme une technologie ou comme une projection ou un prolongement de soi? La question mérite d'être posée. Et ces technologies nécessitent toujours des apprentissages, mais des apprentissages qui, à bien des égards, ont ceci d'extraordinaire qu'ils sont beaucoup plus intuitifs et moins lourds cognitivement que d'autres apprentissages de d'autres technologies cognitives. Il n'est pas besoin d'être un très grand chercheur pour voir qu'un enfant, dès son très 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 jeune âge, avant même qu'il ne sache tenir un stylo et écrire, est déjà capable d'utiliser à bon escient une partie de la tactilité des supports numériques et de comprendre ce que ça lui permet d'obtenir. Donc il y a quelque chose de très troublant de ce point de vue-là dans le numérique, qui est, alors là, c'est pas un jugement de valeur, encore une fois, parce que je ne suis pas sûr que le monde du 19e et du 20e siècle a été à ce point enviable qu'il faille considérer qu'on ait besoin de ne pas en sortir, mais sans même parler des épisodes précédents, n'est-ce pas ?
J'ai toujours un peu d'amusement vis-à-vis de ceux, notamment en Europe, qui idéalisent le XXe siècle. Je ne sais pas, on n'a pas dû tout à fait regarder la même chose dans le XXe siècle. Mais il est clair que nous avons là des dispositifs de plus en plus complexes qui, parce qu'ils se vitalisent, doivent être pris tout à fait au sérieux. Dans ce cadre-là, nous vivons dans un monde complexe. Sa complexité devient de plus en plus notoire. Beaucoup d'enquêtes qui sont faites nous confrontent à des individus qui disent on ne comprend plus rien au monde. C'est de plus en plus compliqué. On ne sait plus s'y repérer. On est dans le brouillard. Cette complexité est assortie d'une incertitude de plus en plus reconnue. Nous agissons dans un monde incertain, pour paraphraser le titre d'un très bon livre de Michel Callon, Pierre Lascoum et Yannick Barthes, Agir dans un monde incertain. Nous avons l'impression que l'incertitude mène le bal, qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des certitudes, ce qui est une tuile, en particulier dans les sociétés occidentales, européennes, marquées par une certaine conception élaborée pendant la période moderne, où nous avons eu l'impression que nos savoirs et nos ingénieries nous plaçaient toujours dans la capacité de rendre certaines des évolutions, en tout cas de les maîtriser par l'assurance de notre technologie. Nous n'avons plus d'assurance aujourd'hui. Nous sommes sans assurance sur l'évolution, parfois même à court terme, des sociétés. Et cette incertitude, elle est transscalaire, c'est-à-dire elle concerne le monde, elle concerne les États, elle concerne les régions, les villes, mais elle concerne chaque individu. On a l'impression que le principe d'incertitude devient réellement quelque chose qui s'impose à tous, à toutes et en toute situation. Et puis nous avons également l'impression que ce monde se déréalise, perd de sa réalité. C'est aussi un discours qu'on entend souvent, et là aussi le numérique est souvent incriminé. Les gens ne vivent plus dans le réel, ma bonne dame. Ils n'ont plus le sens des choses. Ils ne font plus la différence entre l'image et la réalité. Ils sont dans la fiction. On peut raconter n'importe quoi sur un réseau. Beaucoup de gens considéreront que c'est la vérité. Tout le débat actuel, partout en Europe, sur les fake news, sur le fake news, le mensonge, quoi. La distorsion, la dissimulation, la falsification, qui n'est pas à proprement parler un débat récent non plus, mais prend une importance nouvelle dans la mesure où on a l'impression qu'on perd le sens des réalités. Donc c'est ça que j'appelle la déréalisation. On peut même faire une très belle carrière politique en racontant absolument n'importe quoi. C'est-à-dire quelque chose qui n'a aucun rapport avec des faits avérés. On peut même devenir président des États-Unis. C'est en soi rassurant pour ceux qui racontent n'importe quoi et peut-être un peu inquiétant pour nous tous. Donc vous voyez cette idée de déréalisation qui commence à prendre de l'importance, et puis cette idée aussi d'uniformisation dont on parlait tout à l'heure, et nous avons en retour de multiples preuves de la montée en puissance de l'angoisse du déracinement, de la perte de sens, de l'aliénation de nos vies contemporaines. Quelque chose qui est véritablement de l'ordre, pour parler comme un grand viennois du XXe siècle, Freud en l'occurrence, quelque chose comme un malaise dans la culture, quelque chose comme un malaise dans la culture au sens anthropologique, c'est-à-dire dans nos manières d'envisager notre vie, qui devient de plus en plus lancinant, pas partout au monde. Ça, c'est une attitude plutôt européenne et plutôt de pays développés. C'est pas exactement le même type de discours qu'on entend dans d'autres régions du monde. Vous n'avez pas ces discours-là en Asie, par exemple. Vous avez des discours critiques, vous avez des discours de crise, mais vous n'avez pas les mêmes.
Sans doute parce que leur rapport à la domination n'est pas exactement le même. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de spécifique pour l'Europe et pour les États-Unis, c'est que ce monde se complexifiant devient aussi un monde de plus en plus multipolarisé, hein, et même hétéropolarisé, c'est-à-dire des polarités partout, et que, bon voilà, c'est une chose qui est souvent dite, mais il n'est pas facile pour les Européens et les Américains d'accepter l'idée qu'ils ne sont plus les maîtres et les dominateurs de l'ensemble de la mondialité. Ben, ils sont déjà à peine leurs propres maîtres à eux, donc on ne voit pas pourquoi ils pourraient l'être du monde entier, mais c'est quand même quelque chose qui continue d'être difficile à accepter. On aurait de minces exemples de cela un peu partout au monde aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, l'analyse de l'élection de Donald Trump, par exemple, est très intéressante quand on voit effectivement la motivation de ses électeurs. Il y a quand même toujours quelque chose qui renvoie à l'idée de la puissance perdue. Et le coup de génie de Donald Trump, ça a été « Make America Great Again ». C'est-à-dire à partir du moment où il met en avant ce slogan-là, il peut s'imputer positivement toute action, même un simulacre, qui donne l'impression qu'il renforce la puissance de l'Amérique. C'est ce qu'il fait au jour le jour. La politique de Trump, c'est au jour le jour renforcer en permanence l'idée qu'il redonnait de la puissance à l'Amérique. Et là, comme on peut se contenter d'être dans le déclaratif, ça peut durer assez longtemps. Puisqu'on verra les midterm elections qui arrivent aux États-Unis là dans quelques mois, on verra si Trump est le premier des présidents des États-Unis depuis longtemps, depuis Bill Clinton, si la mémoire est bonne, qui arriverait à ne pas avoir une défaite au moment de ces élections de mi-mandat. C'est-à-dire voir sa majorité balayée par l'opposition. Si c'est le cas, il va peut-être falloir s'inquiéter un peu. Hein. Quand on voit la manière dont agit Trump, c'est quand même assez inquiétant de se dire que peut-être une majorité d'électeurs va lui donner raison. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui s'inscrit petit à petit, non plus comme un accident, mais comme une tendance, hein, comme des tendances lourdes, auxquelles il faut ajouter les nouvelles inquiétudes de l'entrée dans l'Anthropocène, c'est-à-dire le fait que nous sommes aujourd'hui de plus en plus confrontés au caractère imparable du changement global, hein, du bouleversement de nos systèmes biophysiques. C'est-à-dire il y a de plus en plus quand même de difficultés, sauf encore une fois aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe dirigés par les populistes, il y a quand même un peu une difficulté d'affirmer que les systèmes biophysiques ne changent pas ou ne sont pas dans des forçages liés aux impacts des activités humaines qui poseraient problème. On peut toujours dire ça n'existe pas, mais ça devient quand même de plus en plus difficile à assumer cela. Dans ce cadre, j'ai fait l'hypothèse dans Hyperlieu que les lieux étaient peut-être une réponse possible à ce malaise dans la culture. Et ce qui m'a intéressé dans l'étude des lieux, c'est que l'étude des lieux, c'était une étude qui permettait de redescendre à l'échelle de la pratique des individus et de me rendre compte que à l'échelle du processus de mondialisation, incontestablement, l'uniformisation progresse. Mais si l'on descend à l'échelle des lieux et à l'échelle de la pratique des individus, donc ce que j'appelle leur spatialité, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, les processus de différenciation continuent d'exister. Et que nous avons donc là ce que Pierre a présenté tout à l'heure de façon très juste, ce que j'appelle une mise en tension, non pas une opposition, hein, je ne suis pas adepte des pensées binaires et d'opposition, je pense en vérité que la complexité des situations est liée au fait qu'il y a une mise en relation de choses qui sont apparemment paradoxales et antagonistes, hein, c'est ce que la théorie de la complexité appelle l'ago-antagonisme, hein, la mise en lien de processus et de réalités apparemment divergentes. Si vous pensez binaire, comme on a eu l'habitude de le penser dans la pensée européenne pendant très longtemps, avec du blanc, du noir, du oui, du non, du bien, du mal, de l'uniformisation, de la différenciation, si vous pensez binaire, vous considérez que les deux termes n'ont rien à voir entre eux.
Si vous pensez, comme dirait Edgar Morin, dialogique, hein, ou si vous mettez en tension, comme je le dis, eh bien vous essayez de montrer que ces deux mouvements sont en fait deux mouvements qui se nourrissent mutuellement en permanence. C'est-à-dire que la différenciation en lieu paraît antagoniste de l'uniformisation de la mondialisation, mais en réalité, elle nourrit cette uniformisation et elle se nourrit de cette uniformisation qui s'en nourrit. Donc vous avez un processus dialogique qui se crée et qui est beaucoup plus pertinent, me semble-t-il, comme schéma d'observation et d'interprétation des réalités que l'opposition binaire. Si vous opposez binairement uniformisation et différenciation, vous ne comprenez rien des situations que vous pouvez observer. Vous ne pouvez les comprendre qu'à partir du moment où vous considérez que cette uniformisation et cette différenciation sont en tension permanente et qu'elles répondent finalement à deux mouvements qui sont complémentaires. Un mouvement global, donc de globalisation par l'urbanisation, que j'appelle la mondialisation, et un mouvement plus anthropologique, qui est celui de la différenciation de chaque vie humaine via la spatialité, qui trouve dans les lieux une plateforme d'expression tout à fait parfaite. J'ai travaillé sur un certain nombre de lieux emblématiques. J'ai d'abord commencé par des lieux simples, enfin élémentaires, pardon, dans Times Square à New York. Et à partir de ces lieux, j'ai essayé de proposer une théorie de ce que j'ai appelé les hyperlieux, donc comme expression du regain d'importance de la localisation en contexte de monde urbain, et en insistant sur le fait que l'hyperlieu n'est pas pensable en tant que forme architecturale, c'est-à-dire les formes architecturales m'intéressent assez peu. C'est pour ça que j'ai pris Times Square, parce que architecturalement la place est assez médiocre en fait, hein. C'est pas un monument urbain sur lequel on pourrait s'arrêter, même si ce monument urbain qui est quand même monumental l'est essentiellement en raison des écrans qui viennent s'accrocher et s'agrafer sur les façades des bâtiments. L'architecture du lieu, ce sont les écrans. C'est donc un lieu extrêmement intéressant pour quiconque s'intéresse au numérique, hein, puisque c'est un lieu dont le squelette, en quelque sorte, formel, est composé d'écrans numériques. Donc, de choses qui ouvrent vers un au-delà du lieu. Des écrans d'une taille absolument invraisemblable, puisque Times Square est maintenant, depuis quelques années, l'espace où l'on teste en permanence les plus grands écrans du monde, les nouvelles technologies, ce qui fait que maintenant, en plein jour, on peut avoir des bombardements d'images, et que Times Square a réussi cet exploit d'être un lieu lumineux, numérique, même en plein jour. Donc c'est un lieu c'est un lieu surex, quoi, comme quand on fait de la photographie. Il est toujours surexposé à la lumière. C'est donc un espace lumineux très étrange qu'est Times Square. C'est pour ça que je suis aussi parti de ce lieu et j'ai essayé donc de le penser. Donc ça n'est pas tant une forme qu'une situation de mise en système des individus et de l'environnement. Et c'est une plateforme où l'individu vit ce que j'appelle les épreuves pratiques spatiales, d'un moment d'espace-temps. Et dans cette épreuve, et dans ces hyperlieux, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la mise en tension, donc en dialogique, comme je disais tout à l'heure, de choses qui sont apparemment contradictoires. Donc l'hyperlieu, c'est aussi une bonne fenêtre d'observation de l'ago-antagonisme des sociétés urbaines mondialisées, c'est-à-dire du fait que des choses apparemment contradictoires sont en réalité en dialogue. Ce qui fait que quand on pense les hyperlieux, on a du mal à user de catégories simples, parce qu'un hyperlieu c'est fermé, mais c'est aussi ouvert. Ça ne vit que dans l'ouverture. Ça c'est fermé, visuellement, vous voyez bien, c'est fermé. Bon, vous pouvez le dessiner, vous pouvez le voir, mais en même temps, c'est complètement ouvert, c'est-à-dire ça n'existe que parce que c'est un espace d'ouverture qui fait que des millions de personnes puissent se croiser chaque année dans cet hyperlieu-là et venir le fréquenter intentionnellement, puisque c'est le lieu touristique le plus visité de New York. Et c'est un des 5 lieux les plus visités au monde. Donc vous êtes obligé d'être dans un ouvert.
De surcroît, la fermeture de cet espace est paradoxale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je le choisis, puisque une bonne partie de ce qu'il ferme sont des écrans qui ouvrent. Vous êtes là dans un hyperlieu qui est très intéressant parce qu'il permet de montrer qu'il y a en fait un continuum entre l'espace matériel et l'outre-espace numérique. C'est-à-dire vous êtes dans un lieu qui impose de prendre au sérieux l'idée que le numérique, ça ouvre des espaces. De vrais espaces. C'est pour ça que moi je n'emploie jamais l'expression espace virtuel par rapport à espace réel. C'est-à-dire l'espace numérique est pour moi aussi réel que l'espace, ce que j'appelle d'ailleurs concret. C'est un autre registre de réalité, mais c'est de la réalité. C'est ce que j'appelle donc un outre-espace qui est en situation de continuité par rapport à l'espace de plein pied concret dans lequel on se tient. Et je le dis dans le livre, ce qui est assez fascinant, c'est que sur ces écrans où vous voyez Happy New Year, là par exemple, ou celui d'à côté, périodiquement vous avez la publicité, parce que c'est de la réclame, hein, tout ça. La publicité s'arrête. D'ailleurs, le plus grand écran du monde a été inauguré à Times Square. Il est plus grand qu'un terrain de foot. Je le dis puisque le football va devenir clé dans les prochains jours. Allez, la Belgique, c'est les Diables, hein, c'est ça, rouge, oui. Donc, le premier à avoir loué cet écran, plus grand qu'un terrain de foot, 2 millions de dollars par mois, c'est Google. C'est intéressant, hein, c'est pas la New York Public Library hein, qui a loué ça, c'est Google. Donc évidemment, Google a ouvert sur ces espaces. Et périodiquement, ça s'arrête, et il y a une caméra vidéo qui filme les gens sur la place. Et donc les gens sur la place vont devant l'écran et font des signes. Et certains même se filment en train de faire des signes ou font un FaceTime avec des gens restés en Europe ou ailleurs pour dire « Regarde où je suis en train de te faire signe, en faisant signe au monsieur qui me fait signe parce que c'est moi dans l'écran qui est ici. » Vous avez donc des effets de mise en abîme qui sont absolument incroyables et qui sont tout à fait caractéristiques de l'époque. C'est-à-dire cette mise en abîme d'espace et d'outre-espace où on ne sait plus trop finalement où se situent les choses et peu importe, puisque vous avez là quelque chose qui s'ouvre et qui circule. Bon, cela étant, si on a fait un tout petit peu d'études d'histoire de l'art sérieuse, ce que tout le monde devrait faire une fois dans sa vie, et de philosophie esthétique, on sait que la peinture de la Renaissance a comme caractéristique, grâce à la boîte perspective, d'ouvrir des espaces parcourables par l'œil. Hein. Quel est le choc de la peinture perspective? C'est qu'elle ouvre des boîtes qui sont des espaces parcourables. Donc on peut commencer à parcourir les choses pour aller derrière un mur par l'ouverture d'une fenêtre, puis au-delà par le petit chemin qui va tout au fond. Et le fameux sfumato de Léonard de Vinci, les fameux paysages arrière ne sont pas simplement des éléments de décor, ce sont des éléments d'ouverture des espaces parcourables, et donc de capacité, à partir de là, à convoquer de nouveaux récits, à imaginer d'autres types d'histoires. Donc, c'est pas complètement un hasard que les écrans contemporains ouvrent des espaces, et qu'il faille prendre ces espaces au sérieux dans la pratique ordinaire des individus. Il ne faut pas les prendre avec condescendance ou moralité, parce que si on a un jugement moral sur ça, on se donne l'absolue certitude de ne rien y comprendre. Donc, fermé, ouvert, halte, mouvement. On y bouge et en même temps on s'y arrête. Rapidité, lenteur. Il faut aller très vite vers un hyperlieu, mais on y reste quelque temps. Ordinaire, extraordinaire. C'est une expérience complètement ordinaire, mais qui peut aussi avoir l'aspect d'une extraordinarité qui va vous marquer pendant toute votre vie. C'est à la fois générique, c'est la même chose partout, et complètement spécifique à la pratique que j'en ai. Parce que mon expérience à moi d'un espace générique est une expérience singulière. Et d'ailleurs, vous le revendiquez comme tel. Vous n'acceptez pas qu'on vous dise qu'un lieu que vous avez aimé est un lieu nul parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous direz, oui, mais moi, c'est pas ça que j'y ai vu. C'est d'ailleurs un des fonds de commerce de certains guides touristiques. Que d'arriver à adresser au lecteur
un texte qui leur permettra d'être des voyageurs singuliers et pas des touristes génériques. Ben, je ne fais pas du tourisme. Non, moi je suis plus dans le voyage. Je recherche une expérience. Donc on a tous fait ça. Hein, donc on a cette tension. Mais en même temps, le faire... Je discutais récemment avec quelqu'un sur lequel je faisais un peu de réflexion qui a comme caractéristique, parce que j'aime beaucoup le tourisme hein, comme mode d'habitation du monde, je trouve que c'est très intéressant. Et lui, il revenait de 8 jours de ski au Kamtchatka, dans des endroits où il est allé voir la nature. Le loup, la panthère blanche, parce qu'il a fait du ski en se faisant déposer 12 à 15 fois par jour par hélicoptère au sommet. Et il descendait ensuite avec une douzaine de personnes. Et pour lui, dur comme fer, il pensait que c'était une expérience authentique d'un retour à la nature. Bon, d'accord, mais ça c'est vrai. Il l'a vécu comme ça. Je n'ai pas de raison de dire que c'est pas vrai. Bon, on peut simplement estimer qu'il y a là une belle tension entre l'authenticité d'une pratique singulière et un système générique. Et puis après, évidemment, imparablement, on vous dit, bon, de toute façon, il faut y aller maintenant, hein, parce que dans 10 ans, ça sera trop tard. Le tourisme va s'organiser, ce sera trop tard. Donc vous voyez, avec en plus un peu l'idéologie du pionnier. Hein, c'est difficile d'être pionnier dans le monde contemporain. Hein. Ça devient de plus en plus compliqué, mais on est assez inventif, hein, l'être humain, pour recréer des fronts pionniers. Regardez Elon Musk, hein, essaye de recréer des fronts pionniers en proposant du voyage dans l'espace. On essaye de recréer du pioneering, hein, donc de la capacité d'être les premiers. Donc le générique explique l'ancrage et le passage. Je m'ancre quelque part, mais je passe. Le matériel et l'immatériel, l'abstrait et le concret, le normé et l'adapté, l'intentionnel et le spontané, etc., etc. Et j'en arrive à définir 6 principes de l'hyperlocalisation. Je vais très vite. Hein. L'intensité des pratiques et des imaginations qui convergent, et 6 trames. Hein, je reprends le mot trame du concept d'un grand anthropologue anglais qui s'appelle Tim Ingold, qui définit la vie humaine à partir de sa conception du meshwork, donc de la trame, une sorte de broussaille, hein, de nœud broussailleux, ce que Deleuze et Guattari auraient pu appeler un rhizome, mais Ingold, avec son concept de meshwork, fait du rhizome quelque chose d'encore plus épais et d'encore plus enchevêtré, vous voyez, multicouche, que parfois ce que Deleuze et Guattari disent dans 1000 plateaux. Hein. On est vraiment là dans l'enchevêtrement. Regardez, si vous prenez Times Square, vous pouvez visualiser ce meshwork qui est réalisé par l'entrecroisement des 60 millions de personnes qui se croisent chaque année sur cet espace-là. Vous vous rendez compte le nombre de lignes de vie qu'il faudrait suivre? Je reprends l'expression d'Ingold dans son fameux livre sur les lignes. Hein, le nombre de lignes d'existence qu'il faut croiser pour arriver simplement à la fréquentation annuelle de Times Square. Évidemment, ces lignes d'existence, elles se dilatent à l'échelle du monde. Hein. Elles viennent vraiment de partout. Donc, l'intensité des pratiques et des imaginations qui s'y convergent et s'y trament. Donc, un lieu, ça n'est pas un enclos, c'est une trame. C'est pour ça que je dis que c'est à la fois un ouvert et un fermé. Et c'est très intéressant, même si parmi vous certains sont architectes ou designers ou urbanistes ou paysagistes, c'est très intéressant de considérer un lieu comme une trame ouverte et pas comme un enclos. Ça change la manière de le concevoir et d'en débattre d'ailleurs. Donc, caractéristique d'hyperspatialité. Bon, là j'ai repris l'hyperlien, c'est-à-dire une hyperspatialité, c'est une spatialité qui fait qu'on est toujours là et en même temps connectable ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique du monde contemporain. On me dit, oui, mais tes hyperlieux, Times Square, c'est comme les foires au XIIIe siècle. Oui, bien sûr, il y a des caractéristiques qu'on retrouverait, sauf qu'il y a des choses qu'on ne retrouverait pas non plus. Et à mon sens, l'hyperspatialité de la foire du XIIIe siècle, elle était en germe peut-être, mais elle n'existait pas ordinairement comme elle existe aujourd'hui.
avec des choses qui sont très très étonnantes et qui font que on est confronté à des réalités qu'on n'avait absolument pas à affronter il y a quelques années avec cette puissance de la connexion portable, la puissance de la connexion instantanée en tout point, à partir du moment où il y a du réseau, bien sûr. L'hyperscalarité, qui renvoie aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si vous dessinez les lignes de vie qui se croisent à Times Square, vous apercevrez que Times Square est complètement local, complètement métropolitain, complètement national et complètement mondial. C'est-à-dire, en fait, d'échelle, on a beaucoup de mal à savoir de quelle échelle est un hyperlieu. Bon, s'il y avait des géographes dans la salle, ça serait immédiatement une angoisse métaphysique qui surgirait, puisque la géographie s'est longtemps considérée comme la science de la distinction des échelles. Mais il se pourrait peut-être que notre contemporanéité mondiale nous confronte à une vie humaine avec l'espace, dans laquelle la pertinence de la séparation des échelles n'est peut-être plus tout à fait de mise. Parce que justement, une des caractéristiques de la vie humaine, c'est son hyperscalarité. Ce qui est global est local, ce qui est local est global, ce qui est un impact local a un impact global et réciproquement, et il est très difficile de faire une séparation de niveaux. Voyez, il y a du local, du métropolitain, du régional, du national, de l'international, du mondial, parce qu'aujourd'hui tout circule entre ces ordres de grandeur. C'est ça que j'appelle l'hyperscalarité. C'est la circulation incessante des réalités à travers des ordres de grandeur qui ne sont plus des échelles articulées, mais plutôt des tailles d'espace interreliées et interactives. Là aussi, ça changerait beaucoup la pratique de l'aménagement si on reconnaissait ça. D'ailleurs, c'est très difficile à admettre, y compris politiquement. Je parlais tout à l'heure de l'Aquarius. Mais globalement, tout ce qu'on appelle en Europe aujourd'hui, de manière un peu pathétique, la crise migratoire. Ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil. Le problème, ce n'est pas les migrants, c'est nous, c'est l'accueil. C'est une crise de la conception européenne de l'accueil. Ce qu'on appelle la crise migratoire, c'est aussi quelque chose qui renvoie à notre difficulté, nous Européens, de comprendre cette hyperscalarité. De comprendre qu'on ne peut plus confiner un problème localement. Quand Matteo Salvini dit « je ferme mes ports », il pense, cet homme d'extrême droite, il pense qu'il confine, qu'il contrôle spatialement en protégeant une taille d'espace et en encapsulant les migrants dans une petite entité flottante qui va ensuite éloigner les problèmes puisqu'on l'éloignera. Non, mais sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne plus, en tout cas, comme ça. Et j'ai peur que, une fois encore, le retour de boomerang soit terrible par rapport à cette question-là. L'hyperréalité, ça serait trop long, mais c'est une dimension que j'ajoute, elle n'est pas dans le livre, enfin elle l'est incidemment, mais maintenant quand je présente Hyperlieu, parce qu'un livre évolue, il est sorti il y a un peu plus d'un an, donc j'ai fait une cinquantaine ou un peu plus de conférences autour de ce livre, rencontré des gens, discuté, donc l'hyperréalité, c'est-à-dire l'hyperlieu comme plateau, trame, où l'on éprouve un rapport direct à la concrétude de l'existence. Et ça m'est venu parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens que j'interrogeais sur leur pratique de lieu me disaient, voilà, quand je suis là, je redécouvre la matière, je sens que je suis quelque part, que je suis inscrit, que j'ai les pieds quelque part. Je ne suis pas simplement immobile, confronté à des réalités immatérielles, j'ai aussi ce rapport concret à mon existence et je pense que c'est quelque chose de très important. Et puis 2 points fondamentaux, la dimension expérientielle. L'hyperlieu, c'est vraiment là où on lit le mieux que l'être humain fait des expériences d'espace. Il est dans l'expérience. Dans le livre, je conceptualise l'expérience à partir d'un très grand philosophe qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle L'expérience esthétique, ce philosophe de l'art, qui a défini un concept d'expérience au sens philosophique pour l'art, pour l'expérience esthétique, mais qui est transposable de façon parfaite à la vie humaine dans l'ensemble.
Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais ceux qui sont intéressés, on peut ensuite en discuter. Et puis, un hyperlieu, il y a aussi une dimension affinitaire. Affinité est un mot qui renvoie à un terme latin qui veut dire familier. L'affinité, c'est ce qui rend des individus familiers. Et vous vous souvenez le livre de Goethe, les affinités électives, c'est-à-dire je suis familier de quelqu'un que je choisis pour être dans ma familiarité. Donc c'est une famille de choix et pas une famille d'imposition. Donc quand vous pratiquez un hyperlieu, vous êtes dans une affinité avec d'autres parce qu'ils ont la même expérience de l'hyperlieu que vous. Cette affinité est une affinité spatiale. C'est ça qui fait qu'on y retrouve l'affinité. À partir de là, j'ai étudié plein d'autres lieux étranges et bizarres, la Puerta del Sol à Madrid au moment des Indignés. C'est magnifique hyperlieu, ça. Formidable, aussi bien que Times Square. Les écrans n'étaient pas là, mais enfin ils étaient là, en permanence. Ils étaient plus petits, mais ils étaient là en permanence. Un centre commercial, une occupation temporaire d'une friche hospitalière à Paris, l'opération dite des grands voisins. Ça, c'est de l'urbanisme transitoire, qui va être détruit au bout de 3-4 ans. C'est vraiment un espace très intéressant à Paris. Un aéroport. J'aime beaucoup cette photographie, je peux y rester des heures, mais bon, ça serait... Très belle photographie sur l'individu contemporain. C'est de la réclame, c'est la réclame d'aéroport de Paris, pour promouvoir leur nouveau terminal à l'arrivée et au départ de l'Asie. C'est pas du tout une photo d'art, je trouve que cette photo dit tout du monde. Bon, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, c'est une plage aux Canaries. Et je passe parce que j'ai déjà été trop long, et je me pose la question de savoir comment vais-je pouvoir répondre à la demande de Pierre Eptine, à savoir quand même parler du sujet de l'année. Et nous arrivons à l'individu hyperlieu incarné. Mais oui, parce que du coup, ces hyperlieux, je ne les analyse pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'espace. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser les spatialités, les pratiques spatiales des individus assemblés dans une expérience affinitaire via cette plateforme, cette trame qu'est l'hyperlieu. Voyez ? Donc c'est un livre qui triche un peu dans son titre. Alors là, en général, l'auteur dit, vous savez, le titre, c'est pas moi, c'est l'éditeur. Qui triche un peu dans son titre parce que je documente très peu des lieux, des formes spatiales, mais beaucoup plus des pratiques et des usages. En gros, c'est beaucoup plus un livre sur la spatialité et son rapport au local en contexte de mondialisation urbaine qu'un livre sur les lieux. Et donc je me dis, du coup, ces individus que j'observe dans leur spatialité d'hyperlieu, qu'est-ce que je peux en dire du point de vue du numérique ? Voilà, j'espère que c'est clair comment j'arrive à ça. Et j'ai raison de me poser cette question. Merci Pierre, parce que évidemment, le numérique a quelque chose à voir avec les hyperlieux. D'ailleurs, vous avez vu qu'on ne peut sans doute pas déjà poser les principes de l'hyperlocalisation si nous n'étions pas dans une période historique où le numérique a autant d'importance. On peut donc dire que le numérique est une condition d'existence d'un hyperlieu. Donc, c'est tout à fait pertinent d'aller un peu plus loin dans l'interrogation sur le rôle du numérique. Et effectivement, en conclusion d'hyperlieu, je pose une question, c'est-à-dire, l'individu serait-il un hyperlieu incarné ? Incarné au sens strict du terme, c'est-à-dire en chair et en os. Ça veut dire, avec le numérique, l'individu ne deviendrait-il pas lui-même non pas un lieu, mais son propre lieu. C'est en fait cela la question que j'analyse en quelques pages à la fin du livre, qui est une question qui me paraît anthropologiquement, culturellement et politiquement extrêmement intéressante. Et il y a quelques arguments pour dire, en tout cas, ça mérite qu'on observe ça avec attention.
En effet, il est incontestable que depuis maintenant quelques décennies, avec une ampleur et une rapidité qu'on n'avait absolument pas imaginées dans les années 1990 encore. Une des choses les plus faciles à faire, c'est de sortir les conclusions des travaux des années 90 qui, à la naissance du web ou à la naissance des nouvelles formes de communication portable, essayaient de tirer des plans sur la comète en disant mais que sera le monde des nouvelles technologies d'information et de communication, comme on disait à l'époque, dans 20 ans. Et pratiquement tous ces travaux concluaient au fait que le web n'aurait pas de succès, resterait un outil confiné. Il y a même des articles où des gens disent « on ne pourra jamais envisager une mondialisation du web ». C'est ce qui fait que quand on lit ça, après on essaie d'être prudent. Hein. Et j'ai moi-même participé à des travaux de réflexion sur l'individu et les nouvelles technologies d'information et de communication, où certaines conclusions de ces travaux étaient bon, oui, les nouvelles technologies d'information et de communication mobile, individuelle et portable se diffusent. Oui, elles auront de l'impact, mais on peut se poser la question de savoir si elles pourront se diffuser socialement à l'échelle du monde, parce que sans doute que les coûts ne le permettront pas. Manque de bol, pour nous, ça n'est absolument pas ce qui s'est réalisé, puisque l'équipement en téléphonie mobile est transclasse sociale. On constate aujourd'hui d'ailleurs même plus que ceux qui se déséquipent sont plus les riches que les pauvres. Oui, parce que quand vous êtes très pauvre, être connecté, c'est plus important que quand vous êtes très riche, parce que quand vous êtes très riche, vous pouvez faire semblant de ne plus être connecté et solvabiliser la connexion via des prestataires. Vous payez un concierge. C'est rare que les migrants aient des concierges. Ils ont plutôt des CRS sur le dos, mais... Donc, vous voyez comment, à quel point on a pu se tromper. Donc, il faut être très très prudent par rapport à tous les plans qu'on tire sur la comète, mais cette évolution des 20 ans a imposé une nouvelle culture individuelle et sociale que l'on appelle aujourd'hui néo-géographique. Il y a maintenant des travaux qui sont faits venant du monde anglophone en néo-géographie. C'est-à-dire, la néogéographie, c'est l'étude des nouvelles relations à l'espace de vie que le numérique propose et offre aux individus. Un exemple simple, vous utilisez un GPS et Google Maps sur votre... flûte, c'est enregistré, alors je vais faire de la publicité pour Google à maintes reprises. Et on va découvrir que je suis même pas payé par Google. C'est une honte. Donc, vous utilisez une application de mapping pour chercher les endroits où vous allez ou pour vous repérer en ville. C'est de la néogéographie. C'est plus la même chose que d'utiliser une carte, un plan. Ça ne veut pas dire que ça soit exclusif l'un de l'autre. Hein. Je vous l'ai dit, pas de pensée binaire. Vous utilisez Instagram ? Vous utilisez le bouton localisation sur Twitter ? Si vous le faites, vous faites de la néogéographie sans le savoir. C'est-à-dire vous produisez un nouveau type de relation à l'espace, parfois à votre corps défendant, hein, parfois sans le savoir, qui n'a plus grand-chose à voir avec les rapports géographiques qu'on pouvait avoir auparavant. Vous déposez des photographies sur des banques de données, sur Pinterest, sur des choses comme ça. Vous êtes dans la néogéographie. Donc vous voyez, la néogéographie, c'est vraiment tout ce que le numérique apporte comme technologie spatiale nouvelle. Et c'est assez fascinant de voir que la plupart des grandes applications numériques sont des applications géographiques. C'est-à-dire des applications qui vous permettent de faire des choix d'emplacement et de la gestion de distance. Airbnb, Uber, toutes ces technos-là reposent sur des algorithmes de spatialisation relative entre un client et une offre.
C'est une chose qu'on a trop peu mis en avant. Le numérique est néo-géographique. Le numérique renforce la prégnance spatiale de nos existences et nous met en même temps sous dépendance de technologies spatiales qui sont très influentes dans nos cognitions, dans nos manières de composer notre connaissance de l'espace. C'est pas du tout le même type de rapport à l'orientation que d'utiliser son logiciel de mapping sur son téléphone pour venir du centre de Bruxelles à ici, que d'utiliser un plan. C'est pas la même chose, parce que là, vous suivez, vous êtes égocentré. Alors qu'avec une carte, vous êtes exocentré. D'accord ? Donc là, vous êtes centré sur vous en train de bouger. Même maintenant sur Google Maps, on vous oriente. C'est-à-dire l'orientation de la carte, il est relatif à vous. Elle est relative à vous. Alors que si vous êtes un tout petit peu paumé dans les points cardinaux, ça arrive à des gens très bien, même à des géographes, quand vous avez une grande carte, vous êtes obligé de la tourner comme ça. Voilà, ça le fait automatiquement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de penser que le numérique est fondamentalement quelque chose qui nous renvoie aujourd'hui à notre capacité à appréhender l'espace, à nous l'approprier, à nous l'accommoder. Donc cette nouvelle culture néo-géographique, il faut la prendre très au sérieux. Beaucoup de gens commencent à le faire. Dominique Boulier qui est venu ici, et sa théorie de l'habitel. Alors vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un résumé en 10 secondes. Boulier dit, l'habitel, c'est l'écosystème des objets connectés qui permet à chaque individu de gérer ses relations à la connexion et donc à l'extérieur. Et l'habitel, c'est évidemment ça. Mais c'est pour lui, ce qui est intéressant, c'est l'écosystème. Boulier a ceci de formidable qu'il est un des tout premiers à ne pas prendre le téléphone, l'ordinateur, la télévision. Non, lui, il met l'ensemble des objets de connexion dans un écosystème. C'est-à-dire vos clés de voiture, votre carte bleue, qui est un extraordinaire traceur. Hein. Ça a bouleversé l'activité scénaristique dans les romans policiers et les séries télévisées. Les cartes bleues, les objets connectés, tous les objets connectés et connectables. Le concept d'habitel, de ce point de vue-là, est très intéressant parce que Boulier dit, finalement, nous avons aujourd'hui chacun un habitel, et cet habitel, c'est la première interface connective qu'il faut prendre en considération si l'on veut comprendre l'individu contemporain. L'individu contemporain, c'est un corps à partir duquel il gère ses distances premières, mais c'est aussi un habitel à partir duquel il gère d'autres types de relations de distance. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les deux ne sont pas contradictoires, elles sont, encore une fois, attention, vous ne pouvez pas ne pas gérer vos distances à partir de votre corps, sauf à exister de manière désincarnée, ce qui est encore assez compliqué. Donc votre corps reste l'étalon à partir duquel vous mettrez, mesurez, régulez les distances au jour le jour, mais vous avez également désormais, non pas un autre corps, mais un système d'objets connectés avec lequel vous gérez d'autres types de relations de distance et d'autres types de choix d'emplacement. Voilà, vous pouvez m'écouter, par exemple, aujourd'hui. Je vérifie que personne ne le fait quand même. Vous pouvez enfin, si vous m'écoutez, pardon, mais personne ne fait le reste. Vous pouvez m'écouter aujourd'hui, avoir géré vos relations de distance dans le choix de l'endroit où vous êtes assis. Voilà pourquoi, par exemple, les premiers rangs sont-ils systématiquement moins occupés que les derniers. D'ailleurs, intéressant, quand je suis arrivé, Pierre a dit « Oh, mais là, les sièges sont un peu loin, donc on va les rapprocher. » Mais enfin, il n'a quand même pas été complètement révolutionnaire dans le rapprochement, parce qu'il aurait pu vous mettre là, mais on sait qu'en général, les gens vont toujours derrière. Donc vous avez géré vos relations de distance. Vous avez, à partir de votre corps, réalisé votre lutte des places, comme j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire vous êtes mis là où vous pensiez que vous deviez être, en fonction de toute une série de choses. La proximité de la sortie, la distance à l'interlocuteur, la visibilité. Manque de bol, je suis arrivé trop tard, j'avais plus le choix.
Donc, vous avez géré ça, mais dans le même mouvement, vous pourriez très bien, très discrètement être sur votre téléphone portable, il y a du réseau en plus, et puis il y a un Wi-Fi gratuit, j'ai tout de suite repéré quand je suis arrivé, vous pourriez être sur votre téléphone portable et réserver un hôtel pour Paris, parce que vous allez en week-end à Paris ce week-end et que vous avez oublié de réserver l'hôtel. Donc vous seriez dans une autre relation avec la distance et l'emplacement. Non ? Qui n'a jamais fait ça ? Qui n'a jamais fait, dans le même temps, une écoute, une gestion de corps sur place et une gestion via son habitel d'emplacement et de localisation à distance? Pratiquement tout le monde le fait. Je ne connais pratiquement personne qui y échappe. Donc, vous voyez bien, cette notion d'habitel, elle est très intéressante, parce qu'elle nous rajoute de la complexité à la spatialité humaine. L'habitel, c'est ce qui permet de comprendre comment l'individu est à la fois pleinement un corps engagé dans l'action, concrètement dans des lieux et places où il se tient, et où il a régulé cette place et cette tenue, et complètement également engageable dans une autre interaction, dans un autre espace, qui peut être tout à fait vital et décisif pour lui. Et tout ça synchroniquement. C'est-à-dire, moi je fais partie de ceux qui pensent que lorsqu'on dit que la vie humaine s'appauvrit par rapport à la richesse de l'expérience de jadis, je pense qu'on se trompe complètement. Je pense que la vie humaine n'a jamais été aussi riche et que c'est peut-être un de ses problèmes. D'ailleurs, si elle n'était que de l'appauvrissement, on ne comprendrait pas pourquoi il y a des travaux tout à fait extraordinaires qui sont faits aujourd'hui en France ou ailleurs. Par exemple, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Citon, qui travaille sur l'écologie de l'attention, A-D-T-E-N-T-I-O-N. Si la vie humaine n'était pas plus riche que jamais de sollicitations de toutes sortes, pourquoi faudrait-il réfléchir à l'attention ? C'est bien parce qu'il y a cette richesse que l'attention, ici et maintenant, pose problème. D'accord ? C'est ça, c'est-à-dire que les questions d'arbitrage d'attention sont de plus en plus importantes, de plus en plus stratégiques. Donc, l'habitel fait partie de ce qui nous permet justement d'accéder à cela, et du coup, on peut faire une hypothèse, qui est une hypothèse, et que je vous propose comme une hypothèse, pas plus. L'individu ne deviendrait-il pas, en raison de tout cela, en lui-même et pour lui-même, une sorte d'hyperlieu, connecté, ubiquitaire. Un hyperlieu au sens où tout y vient et tout en repart, donc une sorte de centralité. Chacun d'entre nous comme le centre du monde. En tout cas, le centre d'un monde, le nôtre. Un auteur de science-fiction extraordinaire. Alors les auteurs de science-fiction, eux, ils ont compris avant les experts beaucoup de choses, qui s'appelle Isaac Asimov, a écrit un texte, ça s'appelle, je crois, Sous les feux du soleil, dans lequel il imagine une société en partie hétérocentrique, c'est-à-dire où chaque individu est un centre. Moi, je trouve que cette hypothèse, elle est intéressante. Ne sommes-nous pas en passe de nous constituer en hypercentre de notre monde d'existence via notre manière de vivre le monde mobile et connecté urbain contemporain? Ça ne veut pas dire que le monde disparaît avec un M majuscule. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre, je l'appelle un M-monde avec un M majuscule. Et j'y tiens à cette majuscule. Le monde, c'est l'espace social d'échelle planétaire. Mais nous avons notre monde, avec un M minuscule. Notre monde, c'est un dérivé de la mondialité. C'est un dérivé du monde avec un M majuscule. Vous voyez ce que je veux dire ? Notre monde avec une minuscule, c'est un dérivé du monde avec une majuscule. Et ce monde, il est à la fois générique, comme je l'écris, il procède du genre humain. Il n'y a rien de plus ressemblant à un être humain qu'un autre être humain. N'en déplaise à ceux qui veulent produire de la dissemblance.
Donc il est parfaitement générique, mais il est aussi parfaitement singulier, comme je l'écris ici. Il est porteur d'une idiosyncrasie, vieux terme de la philosophie très intéressant, hein, l'idiosyncrasie, les caractéristiques de ce qui est propre. Il possède une idiosyncrasie parfaite, puisque nous sommes notre propre référentiel. Donc cette idée que l'individu devient un hyperlieu incarné, dans un corps et via un habitel, hein, c'est ça qu'il faudrait dire, hein, incarné mais via un habitel, est une idée qui, au moins à titre d'hypothèse, mérite, me semble-t-il, d'être posée. Et qui, bien évidemment, doit être posée dans la perspective de mieux comprendre ce qu'il en est de l'habitation contemporaine de la planète. Voilà ce que je voulais vous proposer en un peu plus d'une heure et quart. Excusez-moi d'avoir été trop long. Merci à vous. Oui, bonjour, et d'abord merci beaucoup pour votre exposé qui effectivement bouscule quelques intuitions, mais c'est très intéressant. J'avais une question, peut-être que n'est-ce qu'un éclaircissement concernant. Donc, si j'ai bien compris, vous préférez la notion d'ubiquité à définir un espace réel par rapport à un espace virtuel. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas lieu de maintenir une certaine distinction quand je prends le métro le matin et que 9 personnes sur 10 sont sur leur écran? Où se trouvent-elles géographiquement? Sont-elles dans le métro? Est-ce que le numérique n'est pas une manière que nous avons trouvée d'agrandir l'espace, d'endurer le fait de la promiscuité, d'être 10 milliards dans un espace urbain? Et donc, du coup, avec cette nécessité d'ouvrir la fenêtre, d'agrandir l'espace, fût-elle réelle ou virtuelle, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même, dans l'analyse, maintenir une certaine distinction entre la réalité et la virtualité? Alors, merci de cette question. Oui et non. C'est là où ça devient compliqué. Oui, parce que analytiquement, c'est important de maintenir la capacité d'analyser de façon différentielle ce qu'il en est de sa présence corporelle et physique quelque part, et ce qu'il en est de sa présence incorporelle ailleurs. Vous voyez déjà, on est tout de suite embarrassé d'ailleurs pour définir ce que serait la présence numérique. C'est une question qui n'est pas complètement tranchée encore aujourd'hui. Et Dominique Boulier avait dirigé il y a quelques années une thèse extrêmement troublante et pertinente, à laquelle j'étais au jury, consacrée à une plateforme numérique qui a presque disparu aujourd'hui, mais pendant un temps elle avait été très célèbre, qui s'appelait Second Life, dans laquelle on avait des avatars physiques. Parce qu'on estimait qu'il fallait, pour prendre pied dans le numérique, avoir des avatars. Ça n'a pas marché. Non pas d'ailleurs que le principe de l'avatar ne fonctionne pas, c'est la base du jeu vidéo, par exemple. Ce qui n'a pas marché, c'est que Second Life, c'était surtout chiant. Mais quel est le registre de la présence spatiale qu'on a quand on bouge un de ces avatars sur un réseau ou dans un jeu en réseau? C'est une question qui est assez troublante en fait, hein, qui est une question qu'on peut aborder de manière très sérieuse, et d'ailleurs elle est abordée de manière très sérieuse par l'anthropologie, la philosophie, toute une série de choses. Donc oui, bien sûr, il faut distinguer analytiquement. Et cependant, votre exemple est tout à fait intéressant dans la mesure où il montre bien que l'espace numérique, cet outre-espace, nous renvoie surtout à quelque chose que vous avez appelé agrandissement et que j'appellerais plutôt augmentation. C'est-à-dire l'augmentation des capacités spatiales. Et vous posez une très juste question. Où est l'individu dans le métro aux heures de pointe quand il est sur son téléphone? Et d'ailleurs, faut-il satisfaire les besoins d'individus d'être sur leur téléphone dans les métros? Il y a eu un grand débat à Lyon pour savoir s'il fallait équiper le métro de la 4G ou pas.
Et il y avait des gens qui disaient non, non, il ne faut pas qu'on puisse être connecté dans le métro. Pourquoi ? Parce que les gens ne seront plus là, ils ne se regarderont plus, ils ne feront plus attention aux autres. Bon, ok. Intéressant, hein, je ne vous dirai pas mon point de vue, mais intéressant. Intéressant comme analyse. Donc, cette logique d'augmentation. Et du coup, là où je vous suis, c'est de dire que ce à quoi nous confronte ce tout petit exemple ordinaire, c'est la difficulté qu'il y a aujourd'hui de répondre à la question « où ». Les néogéographies ont ceci de fascinant, c'est que ce sont des géographies où l'on ne peut plus répondre de façon claire à la question « où ». Et ce qui m'a intéressé dans les hyperlieux, c'est justement ça. C'est le fait que les hyperlieux, c'était sans doute aussi des cas observables grâce auxquels on pouvait le mieux comprendre l'augmentation des possibles en matière de spatialité humaine. Et le fait que des choses qui étaient apparemment simples à traiter, je suis là, point barre, ne le sont plus tout autant parce que je suis là, point barre, mais je suis aussi connecté, circulant, contacté ailleurs. Et ça change beaucoup de choses. Toute petite anecdote. J'étais à une soutenance de thèse il y a 15 jours, 10 jours, d'une jeune femme qui a fait une thèse tout à fait intéressante sur les pratiques spatiales à l'intérieur des véhicules de tramway. Elle a fait une thèse d'observation très très serrée sur comment on interagit dans l'espace. Et ce qu'elle n'avait pas envisagé, c'est que le FaceTime a complètement bouleversé son protocole observationnel. Parce qu'elle a vu énormément de gens qui, même dans les tramways, dans les métros, étaient en train de converser avec d'autres et puis par exemple, filmer le wagon. Enfin, ils peuvent faire ça sans, il suffit d'inverser. Hein. Ça, j'ai compris ça un peu plus tard. Je suis vieux. Hein. Et donc, il y a un moment, une anecdote très amusante qu'elle narre en note de bas de page, c'est qu'elle est en train d'observer, de prendre des notes, et elle est en train d'observer une jeune femme qui est en train de parler avec un correspondant dans une langue étrangère, donc une touriste, dans un tramway, et puis visiblement ensuite cette personne commence à filmer le tramway. Et paf, elle est devant elle. Et elle dit, mais moi j'ai pas su quoi faire. Donc elle dit, je me suis levé et je suis allé m'asseoir ailleurs pour pas qu'elle me filme. Et elle dit, je ne comprenais pas que je puisse être ainsi intégré dans quelque chose qui n'était pas sa pratique spatiale du wagon. Mais si, c'était sa pratique spatiale du wagon, sauf que cette pratique spatiale du wagon, elle était augmentée. Donc, je crois qu'on peut distinguer, on doit distinguer, mais que ces néogéographies numériques nous confrontent à la complexification des régimes de spatialité. Nous avons des spatialités augmentables et augmentées. Et à l'évidence, ça nous trouble. Moi, je ne peux pas comprendre autrement le fait que tout le monde, en ce moment, dans ma génération, hein, peut-être pas les générations plus jeunes, mais dans ma génération, tout le monde aspire à déconnecter, à revenir là, à être là, dans le lieu. Donc on marche, on va dans le silence, on se remet les pieds dans la glaise ou sur les pavés, etc. Il y a quelque chose de troublant dans cette uniformité générationnelle. C'est tout simplement parce que je crois que nous avons du mal à assurer cette complexification, qui nous confronte à même pas simplement à des choix, mais à des ordres d'expérience que nous n'avions absolument pas imaginés. Ai-je répondu ? Je voulais savoir si le concept d'hyperlieu était quelque chose dans le prolongement du concept d'hétérotopie de Foucault avec le numérique en plus, ou bien c'est quelque chose de vraiment différent. Est-ce que les hétérotopies vont avoir peut-être tendance à disparaître parce qu'on va être toujours hyper connecté partout ? Bonne question. Je suis un peu inconfortable avec le concept d'hétérotopie de Michel Foucault dans la mesure où lui-même n'était pas à l'aise avec ce concept. C'est un concept qu'il a renié pendant très longtemps. Il n'a accepté la publication de son texte des années 60, qui est une conférence dans une école d'architecture. Il n'a accepté la publication de son texte que très tardivement, quelques mois avant sa mort.
Enfin, il ne savait pas d'ailleurs qu'il allait mourir, donc ce n'était pas du tout quelque chose qui était déjà de l'ordre du posthume, mais parce qu'il n'était pas satisfait de ce concept d'hétérotopie, qui est un concept qui est, comme toujours chez Michel Foucault, extrêmement brillant, et qui lui paraissait pour autant trop peu fondé sur une véritable réflexion de la relation des individus aux espaces, en particulier dans le cadre des sociétés disciplinaires, puisque c'était l'époque où il commençait à penser les sociétés disciplinaires. Ce qui est intéressant dans l'hétérotopie, donc considéré comme un lieu autre, un lieu en décrochage en fait des espaces un peu standards et un lieu qui fait totalité. Ce qui est intéressant, c'est l'intuition qu'il y a des lieux qui expriment une totalité sociale mieux que d'autres. Donc de ce point de vue-là, j'aurais pu me rapprocher de l'hétérotopie en pensant les hyperlieux comme lieu d'expression de la mondialité. Sauf que ce qui me gêne dans l'hétérotopie, c'est que la plupart du temps, ce sont des enclos. Dans les exemples que Michel Foucault donne. Ce sont des enclos qui sont à la fois parfaitement singuliers et parfaitement génériques, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fait que les hyperlieux ne sont pas des enclos, mais sont des ouverts, en même temps que des fermés. Donc, s'il y avait une postérité, elle se situerait pour moi... Enfin, s'il y avait une proximité, de mon travail, il est beaucoup plus proche de Deleuze et Guattari dans Mille plateaux que de Foucault de l'hétérotopie. Par ailleurs, j'ai une admiration sans borne pour Foucault que j'utilise souvent, mais il me semble que là, il n'a pas été complètement convaincant parce qu'il a peiné peut-être à comprendre la spécificité de l'objet spatial qu'il entendait investir. Cela étant, le concept a eu une fortune extraordinaire, notamment dans le monde de l'architecture et de la critique architecturale, comme d'ailleurs le non-concept de non-lieu de Marc Augé. Le succès de non-lieu de Marc Augé n'est pas le succès d'un concept, c'est le succès d'un malentendu. Lui-même le reconnaît aujourd'hui. Il n'a pas voulu définir un concept géographique et architectural de non-lieu. Parce que ce qui l'intéressait, Marc Augé, ça n'était pas le lieu, c'était la relation constructrice du sujet à soi à travers une expérience sociale. Ce qui n'est pas la même chose. Véritablement. Donc, en vérité, le lieu pour Marc Augé est un décor de quelque chose qui est pour lui central, qui est l'expérience de soi à soi. Pour moi, le lieu n'est pas un décor. C'est un composant de l'expérience. Et c'est pour ça qu'en fait, de lieu ou non-lieu, il n'y en a point, puisque Marc Augé ne parle pas de ça. Donc, on s'en est expliqué, lui et moi, d'ailleurs, et on s'est quittés très bons amis, et il en a été bien d'accord. Le concept d'hétérotopie a été un concept à succès, j'allais dire, malgré son auteur. Et indépendamment de sa fragilité. Alors, il y a un seul domaine dans lequel le concept d'hétérotopie m'a intéressé à un point tel que j'ai failli le réutiliser. C'est un domaine particulièrement fascinant, un objet particulièrement fascinant, qui est celui du bateau de croisière. Foucault parle des navires. Il termine dessus, la plus belle hétérotopie. Ouais. Voilà, celui du bateau de croisière. Parce que là, il y a quand même quelque chose de tout à fait singulier dans le bateau de croisière, qui est pour moi un hyperlieu. Un pur hyperlieu. Mais je n'ai pas pu le placer dans le livre, parce que c'était déjà trop long. Je fais simplement référence au tout début du livre, où je parle de Venise, et donc de ces bateaux de croisière immenses qui interviennent dans le port de Venise et qui vous bouchent la vue sans que vous en ayez été prévenu. Mais le bateau de croisière, c'est un objet assez fascinant et pour lequel l'approche foucaldienne de l'hétérotopie colle assez bien. Pierre ? Ah, pardon. Je croyais que vous étiez parti déjeuner déjà, donc je m'inquiétais, puisque vous êtes censé m'inviter. Vous avez fini de répondre ? Oui, oui, oui. Je suis parti au mauvais moment. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
Ça ne mange pas, non, tu retournes au bureau. Est-ce que tu as seulement dépointé pour savoir où tu es? Voilà, je voulais juste vous remercier parce qu'au-delà de la thématique, je trouve que vous l'inscrivez dans des situations sociétales, en fait, aussi. Je veux dire, pas directement politique, alors pas morale, mais je veux dire de voir comment on peut s'adapter, parce qu'il y a aussi une question d'adaptation et aussi une question de voir comment, avec notre histoire, on articule ça dans différents domaines. Donc, merci beaucoup. Oui, merci de votre remarque qui me touche parce qu'effectivement, l'objectif de ce travail, c'est aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que dans les présentations, on est obligé d'aller au concept essentiellement, c'est aussi de réinterroger la vie ordinaire. C'est-à-dire les situations sociales les plus élémentaires auxquelles nous sommes confrontés. Et de dire, mais ces situations sociales-là, elles nous permettent de penser la vie humaine et elles sont donc des sujets de préoccupation éthique et politique. C'est pour ça que là, je travaille un futur projet de livre qui tournera autour de ce que j'appelle les éthiques de la cohabitation. Qu'est-ce que c'est que cohabiter au jour le jour avec d'autres? Eh bien, c'est peut-être le grand sujet éthique du moment. C'est d'ailleurs pour ça que dans le livre, je parle de la jungle de Calais, des campements de migrants, d'un certain nombre de choses, parce que ce sont aussi des sujets qu'on peut aborder à partir de l'examen de la spatialité. Quand vous alliez à Calais, la jungle de Calais, ce qui vous sautait au visage, c'était l'intensité de la spatialité. C'était très étrange. Très, très étrange. Une spatialité incommode, déroutante, choquante. Mais quand vous allez dans un campement clandestin, un bidonville, partout au monde, ce qui vous frappe, c'est l'intensité de la spatialité. Et c'est le fait que quand vous observez ça, vous ne pouvez pas fuir le terrain éthique et le terrain politique. J'ai l'impression moi, immédiatement, j'y vois de l'éthique et de la politique. C'est pour ça que je dis que la géographie, c'est une anthropologie politique de l'espace habité. Parce que j'ai l'impression que la manière dont on règle sa cohabitation au jour le jour avec les autres est en vérité un sujet éthique et politique central. Vous voyez, c'est pour ça que je reprends par rapport à votre remarque. Je ne sais pas du tout si c'était ce que vous vouliez signaler par votre remarque. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu, moi. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi toute une question sur ce qu'on appelle les smart cities, donc ces espèces de villes qu'on est en train d'imaginer pouvoir résoudre problèmes de l'énergie, problèmes justement de la connectivité et tout ça, par rapport aux bidonvilles. Parce que je veux dire, je pense quand même que c'est deux visions radicalement différentes. Dans l'un, on se rend compte que je sais pas, à Lagos, il y a une richesse, il y a une manière de pouvoir comme ça fonctionner avec des millions de gens, alors qu'ils n'ont même pas accès à l'eau ou à autre chose. Et d'autre part, tout ça est repris comme ça, de manière tout à fait artificielle, je vais dire, dans des concepts comme si nous allions tous demain vivre à la limite sur une autre planète. Enfin, je suis sidérée de combien il n'y a pas de lien, de combien là, ce que vous appeliez, je veux dire, le fait d'avoir pas blanc ou noir, mais il n'y a pas de lien entre ce qui est le gros problème de ces villes qui grandissent avec des zones de non-droit comme ça et des espèces de terroriers et des architectes qui misent sur des systèmes de comment nous allons tous vivre ensemble, échanger notre... je suis très, très troublée par ce... Mais vous avez raison d'être troublé parce que la smartness, la smart city, c'est en fait la dernière version et peut-être une des plus sophistiquées de ces versions d'une idéologie spatiale de fuite des réalités sociales. En vérité, la smart city est un concept qui n'en est pas un, qui a été inventé par IBM et Cisco à la fin des années 90 pour trouver des relais de croissance. Donc, le mirage de la Smart City, c'est de faire penser qu'on va régler tous les problèmes urbains par le biais d'une technologie qui serait appliquée uniformément sur un espace et qui, par la seule force de ses capacités technologiques, réglerait miraculeusement tout problème.
Il y a une sorte d'utopie technologique qui est très, très étrange dans la Smart City, mais qui est sous-tendue par une vision qui est une vision entrepreneuriale et qui est sous-tendue par aussi le renoncement des gouvernements publics à faire de la politique à partir des questions de cohabitation. Parce que finalement, c'est quand même un comble que certains gouvernements locaux prétendent régler les questions d'inégalité sociale ou les questions environnementales par le développement d'une politique de smartness, de smart city, sans même avoir la moindre politique sociale ou la moindre politique environnementale. C'est ça aussi qui est étonnant dans la Smart City. C'est le dernier avatar d'une vision qui s'est imposée dans les années 80-90, qu'on a pu appeler néolibérale financiarisée du développement urbain, mais qui est d'abord une vision politique. Moi, je ne suis pas contre la smartness. Je ne suis pas contre les technologies. Ce qui m'interroge, c'est quand les technologies deviennent le substitut à toute autre prise de position sur les problèmes politiques de la cité aujourd'hui. Et donc, je comprends votre trouble, hein, parce que c'est très troublant. D'ailleurs, dans l'école urbaine de Lyon que j'ai créée, on a un thème qui s'appelle Smart and Learning City. Le sous-titre, c'est What could be a learning city, puisque tout ça a été rédigé évidemment en anglais, pour des raisons de financement. Et c'est pour ça que nous, on essaye de promouvoir non pas l'approche par le smart, par la technologie, mais l'approche par le learning, c'est-à-dire par l'apprentissage. Parce que ça change tout. De passer du smart au learning city, ça change tout. Parce que smart city, ça veut dire que vous pensez qu'il y a des technologies qui vont pouvoir descendre pour régler des problèmes qui sont les problèmes que définissent les vendeurs de technologie. Monsieur le maire, monsieur le bourgmestre, vous avez un problème de gestion là, de votre flotte, de votre personnel, de l'accès aux soins des plus pauvres, de l'accès aux écoles, hein, de l'accès à la culture, des médiathèques. Pas de problème, on va vous fournir un dispositif qui va vous permettre de gérer vos big data et puis de produire de l'efficience à moindre coût, parce que vous avez besoin de diminuer vos coûts. Hein. Vous savez que vous dépensez trop en tant que puissance publique. Hein, parce que si vous dépensez trop, vous allez augmenter les impôts sur les sociétés quand même, avec ce qu'on vous apporte. Je ne plaisante pas. Hein. Airbnb France a répondu à une interview dans Le Monde à la question posée « Mais ne pensez-vous pas qu'il n'est pas tout à fait normal que vous ne payiez pas d'impôts en France ?» Puisque Airbnb France ne paye pratiquement pas d'impôts en France. La réponse d'Airbnb a été de dire « Oh, mais vous savez, les impôts, on a eu un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en France l'année dernière, c'est donc autant d'argent qu'on met dans l'économie, c'est bien suffisant. » C'est pas mal, ça, comme réponse. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de dissimulation. Enfin, sauf fiscale. Mais il n'y a même plus de surmoi, si vous voulez. C'est frontal. Mais vous vous rendez compte, avec ce qu'on vous apporte en tant qu'entreprise du smart, vous n'allez en plus pas nous demander de solidarité fiscale. Donc, vous avez le smart qui est cette sorte de réponse technologique, et puis le learning qui serait autre chose, qui est de se poser la question suivante. Compte tenu de ce qu'est la spatialité néo-géographique des individus dans un monde urbain qui a la caractéristique qu'on a rapidement évoquée, à quoi doit-on réfléchir pour que toute expérience urbaine soit un processus d'apprentissage individuel et collectif ? Et de ce processus d'apprentissage, peut-on sortir une logique d'empowerment, de monter en capacité d'agir de tous, et en particulier des plus faibles socialement ? Vous voyez rapidement ce que je veux dire. Et ça n'est possible que si vous prenez en considération les pratiques sociales et spatiales au quotidien de tous les individus, quels qu'ils soient. La smartness, c'est une idéologie des vainqueurs de la mondialisation, même si aujourd'hui c'est en train de changer. La Learning City, c'est plus une approche de l'empowerment de tous et de la contribution éventuellement de certains types de technologies à cet empowerment. Et ça, je trouve que ça change beaucoup de choses. Voilà, je ne suis pas contre les longues conférences. Au contraire, le principe de ce cycle ici, c'est de donner le temps de parole aux conférenciers,
contrairement à la mode qui veut qu'il faut qu'on ne parle pas plus d'un quart d'heure, etc. Je pense qu'on a eu la démonstration ici que pour arriver avec des choses intéressantes, il faut le temps, il faut un temps de développement, il faut charpenter les choses. Donc, je suis au contraire très content qu'on ait dépassé le temps normal, en plus que la plupart des personnes soient restées ici. Le dernier livre de Michel Dussault est en vente ici grâce à la librairie Tulitu de la rue de Flandre à Bruxelles. Et le prochain cycle redémarrera avec une première séance en septembre, organisée par le XARA, sur Internet comme nouveau lieu de diffusion d'une culture de cinéma documentaire. Et après, on commencera en décembre, de nouveau un mardi par mois jusqu'à juin. Le programme sera bientôt disponible sur le site. Merci à tout le monde. Merci à vous, merci.